Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 96 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Gilles Vogue. Bonjour Gilles. Bonjour Nicolas, bonjour et merci de me recevoir, c'est très gentil, je suis très heureux d'être là. Et c'est plaisir partagé Gilles parce qu'on va parler d'une série française et d'une série qui a quelques années mais qui a été peut-être un peu méconnue et qui va nous permettre d'embrasser à la fois un espace géographique qu'on n'a pas encore abordé, l'Alsace-Moselle, et puis aussi d'évoquer ces périodes de ce que De Gaulle avait appelé cette guerre de 75 ans entre la France et l'Allemagne. Donc on va faire des allers-retours sur plusieurs guerres et ça va être l'occasion d'évoquer tout ça avec vous Gilles. Donc je suis moi aussi ravi de pouvoir voir cette série-là avec vous. Alors, je vous présente d'abord pour les auditeurs. Vous êtes docteur en histoire contemporaine de l'Université de Strasbourg. Vous êtes collaborateur de l'équipe de recherche EA 3400 Arches. Vous êtes lauréat aussi du prix de thèse 2018 de l'Université de Strasbourg pour vos travaux sur les neutres et la neutralité durant la guerre de 1870. Alors, j'évoquais à l'instant, lors de votre présentation, une série, bien sûr, sur l'Alsace, une série à cheval sur plusieurs guerres, une série française. Quelle est cette série, Gilles? Et présentez-nous-la pour nous remémorer les grands traits narratifs de cette histoire-là, à cheval entre 1870 et 1945. Alors, je vous propose, Nicolas, de revenir aujourd'hui sur les Alsaciens ou les deux Mathilde. Donc là, j'ai presque envie de dire, on est vraiment sur une série du cru de Strasbourg. Quasiment, c'est une production Arte qui date de 96, donc vous l'avez dit, ça fait un petit moment maintenant, et qui a l'ambitieuse mission de retracer l'histoire d'une famille alsacienne, les Kempf en l'occurrence, une famille bourgeoise propriétaire d'une usine importante dans ce qu'on devine être le nord de l'Alsace, et ça retrace l'histoire donc de cette famille entre 1870, vous l'avez bien dit, et le début des années 50, des années 1950. Donc c'est une série ambitieuse de par son propos et sa chronologie, et c'est pour ça que je voulais prendre cette chance d'en parler aujourd'hui avec vous, parce que je la trouve assez méconnue et elle mérite d'être revue. Alors elle fait le pari de raconter une histoire tourmentée, naturellement, de l'Alsace entre 1870 et 1950. On retrouve au scénario Michel Favard, à la réalisation, pardon, Michel Favard, au scénario Henri de Turenne, qu'on connaît quand même pour plusieurs productions télévisées à dimension historique, par exemple les grandes batailles sur la Seconde Guerre mondiale et le procès Nuremberg. Il y a aussi Michel Deutsch, qui est un dramaturge né à Strasbourg, ce qui a son importance quand on parle de cette série, Les Alsaciens ou les deux Mathilde. Et les deux ont eu un 7 d'or pour le scénario de cette série. Au casting, alors c'est un casting qui n'est pas, je dirais, fait de faste et de paillettes, mais on retrouve, pour le plus connu notamment, Richard Samel, que l'on a vu bien plus tard en Heinrich Müller dans un village français, par exemple, ou encore dans OSS 117. Donc c'est une série qui a comme ça, qui pose quand même des bases d'un point de vue cinématographique aussi, d'un point de vue strictement artistique, qui sont très intéressantes. Le nom Les deux Mathilde fait référence à deux personnages centraux de la série, on en parlera bien sûr tout à l'heure. Mathilde Kempf de la Tour, qui est un peu la grand-mère francophile de la fin du 19e siècle, pour simplifier, au temps du Reich, donc du Premier Reich, et la deuxième Mathilde, qui est le nom de code d'une résistante durant la Seconde Guerre mondiale et qui est originaire du village que l'on suit. Je peux finir cette rapide présentation en disant que la série se divise en 4 épisodes de 90 minutes. Donc, c'est tout à fait regardable, j'ai envie de dire, pour celles et ceux qui nous écoutent. Ça se digère très bien. Et le découpage est chronologique, il est assez attendu pour qui veut s'attaquer à cette période. On a un épisode sur les années 1870-1900, un épisode sur les années 1900
1918, puis un épisode sur les années 1918-1942, puis le dernier épisode à partir de 42 et jusqu'en 1953. Justement, Gilles, avant d'entamer véritablement les explications autour de cette série-là, j'aurais aimé revenir sur le découpage en 4 épisodes qui peut être, comme vous dites, attendu. Alors, il y a des césures chronologiques qui peuvent apparaître peut-être comme euh, pas aléatoires, mais en tout cas peut-être moins fortes à propos. Est-ce que vous pourriez revenir dessus, dire par exemple, on comprend bien le début de l'histoire, la guerre de 70, mais après, pourquoi la première rupture, par exemple en 1900, on comprend bien la deuxième rupture de 1918, mais on n'a pas ensuite celle de 1942. Alors, revenez un petit peu avec nous sur tout ça, Gilles, et rappelez-nous à travers cela peut-être la chronologie très tumultueuse pour les Alsaciens et les Mosellans de cette période-là. Oui, alors avec plaisir. Effectivement, on a des césures qui sont attendues pour qui, effectivement, a peut-être l'habitude de s'intéresser à la question de l'Alsace dans ces 75 ans de tourmente. Alors, pourquoi 1870? Bon, on l'a bien dit, c'est le début de la guerre franco-allemande et on y reviendra. La perte, bien sûr, la perte de l'Alsace et de la Lorraine-Messine en 1871, donc qui passe côté allemand. Et 1900, le premier épisode s'arrête vers 1900. Pourquoi? Alors, selon moi, et si j'ai bien compris la série, c'est pour revenir plus particulièrement sur le développement de l'autonomisme alsacien au tout début du XXe siècle, qui vraiment date des premières années, à partir des années 1900. Donc je pense que les scénaristes ont fait ce choix pour accentuer l'importance tout de même réelle de l'autonomisme alsacien au tout début du XXe siècle. La deuxième césure qui peut paraître un petit peu, je dirais, arbitraire, 1942. Donc là, on passe sur, bien sûr, il y a l'épisode 2, 1900, 1918, 1918, le retour à la France, 1918 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, l'Alsace est sous le giron français. Il y a l'annexion par le Troisième Reich, et 1942, pourquoi? Là, on est vraiment sur une grande problématique alsacienne, pas seulement alsacienne, d'ailleurs européenne, puisque d'autres ont vécu les mêmes soucis, je pense par exemple au peuple de Pologne, pour ne citer que ce cas-là. 1942, c'est pour revenir plus en détail sur les malgré nous. C'est à partir de 42 que l'enrôlement de force se fait de manière plus définitive, 42-43, où le phénomène prend de l'importance, et donc les Alsaciens enrôlés de force dans l'armée allemande, le combat sur le front de l'Est. Donc je pense là aussi que les scénaristes ont fait exprès de mettre l'accent sur 1942. Ça se finit en 53, là aussi c'est pas innocent, ce n'est pas anodin. C'est lié en fait au procès, au grand procès des malgré nous. Là, on va y revenir aussi, sur un peu le rapport de la France et des Français à ces Alsaciens qui ont été forcés de combattre dans l'armée allemande sous le Troisième Reich, une relation qui a été très difficile entre 45 et justement 52-53. Donc là, on s'arrête en 53 pour discuter justement de cette grande problématique franco-alsacienne du traitement des malgré nous. Vous l'avez dit, Gilles, je l'ai dit dans la présentation, vous êtes alsacien, vous êtes originaire de cette région-là, vous connaissez bien cette histoire-là, puisque vous avez travaillé en partie pour votre doctorat dessus. Alors, première question, avant d'évoquer véritablement en détail la série, il vaut mieux utiliser alsacien-lorrain ou parler plutôt de mosellan pour être au plus près, j'allais dire, de la situation géographique? Alors là, ça, c'est une question qui naturellement pose souvent débat sur la terminologie. Est-ce qu'on dit Alsace-Lorraine, Alsace-Moselle, Lorraine-Messine, comme j'ai pris l'habitude de le faire pour la fin du 19e siècle en tout cas? Je pense que pour cette série, la série a un regard très assumé, très alsacien, alsaco-centré, j'ai envie de dire. On parle pas dans les Alsaciens ou les deux Mathilde de ce qui se passe chez les voisins lorrains, en l'occurrence des environs de Metz, donc des arrondissements autour de Metz, entre 1870 et la Première Guerre mondiale. On n'en parle pas. Donc,
Pour la série, je dirais qu'il faut parler d'Alsace, en fait. Historiquement parlant, la terminologie Alsace-Lorraine est acceptée maintenant quand on parle de la perte de 1871, mais je pense qu'il est important aussi pour la mémoire historique de cette région mosellane actuelle, de parler quand même, de préciser à chaque fois, soit Moselle, mais si on veut pas entrer dans le détail de la terminologie du département administratif ou historique, on peut parler de Lorraine, Messine, des environs de Metz, par exemple. Quand je vous ai contacté pour faire cette émission, Gilles, vous m'avez tout de suite répondu dans la foulée cette série, Les Alsaciens ou les deux Mathilde. Alors, peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi, par rapport à vos liens affectifs avec la période, avec les lieux? Alors oui, je dois avouer qu'il y a un double lien affectif. Le premier, c'est le lieu, c'est le cadre géographique de la série. Je suis originaire d'Alsace du Nord, à quelques minutes de Freuchwiller, un grand lieu de bataille du début du mois d'août 1870. Donc cette série qui se déroule dans un village alsacien fictif d'Alsace du Nord, justement, on comprend très vite que c'est en Alsace du Nord. Cette série, elle avait déjà bonne presse quand j'étais enfant. Elle était notamment utilisée dans les collèges pour sensibiliser un peu à la grande question alsacienne, hein, et au rapport avec le voisin allemand et à nos tiraillements culturels en fait en Alsace. Donc moi j'en ai bien sûr un bon souvenir d'Alsacien. Et naturellement le deuxième lien affectif, c'est mon côté d'historien. J'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir la série avec mon regard donc d'historien mêlé à celui d'Alsacien, qui plus est spécialisé dans la période, vu que j'ai eu l'opportunité et vous l'avez rappelé au début de l'émission, de beaucoup travailler sur 1870. Et donc, par définition, même si le regard que j'ai apporté sur 1870, que ce soit dans ma thèse ou dans le livre qu'on a copublié l'année dernière avec Nicolas Bourguina, c'est un regard plus global qui effectivement englobe plus de considérations européennes et mondiales vis-à-vis de la guerre, mais bien sûr l'Alsace en fait partie, est une pierre angulaire du conflit franco-allemand de 1870 et, et plus tard. Donc effectivement, j'ai un double lien affectif, je dois l'admettre. Et puis, par rapport à ce qu'on a dit en introduction, je pense qu'aussi l'intérêt, c'est une certaine exhaustivité, en tout cas une volonté globalisante. Et la format sériel est intéressant là-dessus parce qu'un film aurait laissé des choses de côté. La sérielle va plus dans les détails et étudie beaucoup de choses sur toute la période vraiment troublée de l'Alsace, tiraillée, vous l'avez dit, entre la France et l'Allemagne, entre 1870 et l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est absolument ça, et je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais je crois que la première raison pour laquelle je conseille le visionnage de cette série, elle a des défauts, on le verra. Bon, elle ne rivalise pas avec ce qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, sur les plateformes de visionnage en ligne, etc. Mais c'est une série qui est ambitieuse, qui n'a pas eu peur de retracer l'histoire de l'Alsace et des Alsaciens à travers 3 conflits majeurs, 3 changements de nationalité, sans compter des multiples bouleversements politiques autour du socialisme à la fin du 19e siècle, de l'autonomisme au début du 20e. On parle aussi de bouleversements technologiques, puisqu'on suit la vie d'une famille d'industriels, et des bouleversements sociaux, puisque par définition, par extension, à travers ces industriels, on découvre aussi un peu la vie, même si pas suffisamment, j'y reviendrai, mais la vie aussi des ouvriers, par exemple, et donc de personnages qui gravitent autour de cette famille. Donc la série est très ambitieuse, elle a un souci d'exhaustivité qui est impressionnant pour qui est intéressé par la période. Oui, puisqu'on retrouve à la fois une exhaustivité sur les conflits, mais pas que, puisqu'on est sur les périodes d'entre-deux-guerres. On voit bien aussi, hein, dans le cadre de, vous l'avez dit, l'industrialisation par exemple, les progrès techniques, on voit bien aussi les progrès, les évolutions politiques. Donc c'est quelque chose qui, en 4 épisodes, permet, vous l'avez dit, presque pédagogiquement de faire un état des lieux de l'histoire de l'Alsace entre 1870 et le début des années 50.
C'est exactement ça et pour vous donner un exemple très concret, on sourit, lorsque, les gens de cette famille que l'on suit dans cette série, hein, des Kempf Latour et des cousins, enfin par extension, on suit aussi d'autres personnes bien sûr de la famille, mais on sourit lorsqu'apparaît par exemple la première voiture, qui d'un coup remplace, les chevaux qu'on a eu l'habitude de voir, jusqu'ici. Donc il y a un lien comme ça très affectif avec les personnages. On les suit aussi dans les bouleversements de leur temps, lorsque le fils d'une famille amie va commencer à fréquenter des cercles socialistes, lorsque un autre va être tenté par l'autonomisme radical, tandis que ses cousins sont plutôt des Alsaciens, je dirais modérés, etc. Donc on entre vraiment dans plusieurs comme ça, plusieurs problématiques technologiques et sociales qui font que la série en fait et c'est là aussi son point fort, les faits militaires, les batailles, elles passent, disons qu'elle n'en fait pas trop. On en voit très peu, on voit finalement assez peu de scènes de combat, voire, quasiment aucune, si l'on prend les années la Première Guerre mondiale par exemple, on a un tout petit accrochage en 1870 et après une scène qui est d'ailleurs magnifique, j'y reviendrai, des Malgré nous sur le front de l'Est, mais à part ça, la série se centre beaucoup plus sur l'arrière et donc sur ce qui va se passer, notamment entre les guerres. Et c'est très intéressant à suivre, très, très instructif. Oui, effectivement, une série centrée sur l'arrière, moi, ce qui m'a intéressé aussi en premier lieu, parce que travaillant sur cette période pour notre espace, c'était les Ardennes et le Nord, sur les problématiques d'occupation, moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant, parce qu'on voit bien, à travers la présence ennemie, à travers les réactions des gens, on voit bien qu'il y a des liens interpersonnels qui se créent avec des notions de collaboration, de résistance avant l'heure, parce que ces termes-là sont plutôt au départ utilisés par les historiens de 39-45, mais par extension aujourd'hui on les utilise pour les conflits précédents. Ça, c'est quand même l'un des vrais premiers points forts de la série, Gilles. Absolument, cette représentation de l'arrière, notamment alors moi quand j'ai revu cette série, pour préparer notamment notre podcast, après vous l'avoir conseillé, je me suis empressé de la revoir, je m'en réjouissais et tout de suite ça m'a sauté aux yeux pour 1870 notamment et 14, l'avant 14 que je connais particulièrement. On est vraiment dans cette représentation de l'arrière, dans la veine des travaux, des années 90, des travaux novateurs à l'époque de Stéphane Audouin-Rousseau, sur 1870 ou de Becker sur 14-18. On va vraiment vous aviez, il y a peu de temps, vous aviez Marjolaine Boutet dans votre émission, vous parliez d'un village français. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un village français avant l'heure dans cette série parce que on suit la vie de ce village fictif, Alzheim, et des personnages qui y vivent. Et donc, on vit ces conflits à travers leurs regards, à travers leurs espérances, à travers leurs certitudes, leurs doutes, comme le ferait finalement, et vous l'avez bien dit, un historien des représentations, des opinions, des dynamiques d'opinion actuellement. Donc en cela, on est vraiment dans un regard avant-gardiste, hein, j'ai pas peur de le dire, qui vraiment me plaît beaucoup, m'a beaucoup plu en revoyant la série. Oui, je pense que le mot que vous utilisez, Gilles, est tout à fait fort à propos. Avant-gardiste dans le terme aussi des gender studies qui sont aujourd'hui à la mode depuis les années 2000 ou 2010 en tout cas, mais qui à l'époque étaient relativement secondaires, en tout cas dans l'espace d'études français ou francophones. On était plus sur ce biais-là dans le monde anglo-saxon. Donc ici, on a, dans le cadre des gender studies, on a mis comme héroïnes deux femmes. Alors deux femmes, c'était aussi l'intérêt de montrer, peut-être de comparer véritablement l'attachement à la France, par exemple, avec une vraie personnalisation, mais c'est aussi l'idée, avec les femmes, on parle plus facilement de l'arrière. Absolument. Donc on a ici une série qui n'a pas peur effectivement de mettre des femmes au centre comme personnages principaux en fait des épisodes que l'on suit. C'est très agréable quand on se replace aussi dans le contexte de l'époque d'un point de vue historiographique. On est vraiment sur en fait une approche qu'aujourd'hui encore nous en tant qu'historiens on peine à travailler exhaustivement. Notamment, alors il y a des réflexions
réflexions et des travaux sur les 10 dernières années, par exemple sur le rôle des femmes, l'expérience des femmes dans la guerre de 1870, pour parler d'une guerre que je connais, mais on est encore à y travailler, on a encore besoin d'exhaustivité dans cette question. Et cette série, elle fait le pari de nous présenter des femmes comme personnages principaux, mais pas seulement principaux, secondaires aussi. Donc, il y a vraiment là encore un aspect novateur, alors qui mérite vraiment que l'on s'y arrête. Parmi les acteurs, les actrices, les principales actrices de cette série, on a Cécile Bois, Aurore Clément, on retrouve aussi Caroline Tresca. Ce sont des actrices qui font la série. En fait. Ce sont des actrices qui font la série, et souvent les hommes gravitent autour de ces actrices. Il y a aussi l'aspect vraiment intéressant, outre les périodes de conflit on l'a dit tout à l'heure, avec vraiment les occupations, il y a vraiment ces périodes d'entre-deux. Alors à chaque fois, on peut les qualifier d'entre-deux-guerres, puisque je pense que c'est perçu comme tel dans cette région-là, de l'après 70, de l'après 18. On voit bien que la vie continue, on voit bien que les choses évoluent, on voit bien qu'il y a en parallèle des gens qui essaient aussi peut-être plutôt que de la France et de l'Allemagne, vous l'avez dit en introduction, de faire se développer une certaine identité alsacienne en tout cas. Absolument, oui, bien sûr. On a en fait dans ces années d'entre-deux-guerres, on a des dynamiques philosophiques et politiques que l'on connaît dans l'ensemble de l'Europe, avec bien sûr les réunions social-démocrates qui se généralisent dans les années 1880-90, dans l'espace allemand en général et ailleurs en Europe. On a en Alsace un développement aussi donc de l'autonomisme. L'autonomisme alors comme courant finalement sous l'époque allemande, du moins au début du XXe siècle, on a comme ça le développement d'une identité alsacienne chez les responsables locaux, et on le suit avec le fils Kempf, donc de la famille que l'on suit dans la série, qui prend les fonctions de maire au début du XXe siècle dans le village d'Alsheim, qui reste un chef donc d'industrie parallèlement, qui a donc ses entrées un peu dans les cercles du Premier Reich, dans les locaux de l'administration locale, notamment à Strasbourg, où il va souvent voyager, etc. Et il va vraiment développer avec d'autres cette identité alsacienne qui n'est pas anti-allemande, qui n'est pas forcément nostalgique de la France, mais qui développe cette idée d'une Alsace particulière, d'une Alsace qui, comme ils le disent souvent dans la série, parle l'allemand avec un cœur français, et que tout le monde, en fait, devrait respecter à la fois les administrateurs du Premier Reich, mais aussi les Français après le retour à la France en 1918. Donc cet autonomisme alsacien, dans la série, il prend une place importante, et ce qui est intéressant, c'est que on ne s'arrête pas aux autonomistes les plus radicaux, à ceux qui finalement demandent la séparation, ou à ceux qui, dans les années 30, vont s'approcher des courants, bien sûr, nazis, enfin du nazisme, ou qui vont flirter avec le nazisme pendant l'annexion. Non, la série en parle, bien sûr, mais elle s'arrête sur j'ai presque envie de dire, cette alsacianité et ce développement d'une alsacianité du XXe siècle qui est intéressante à découvrir pour qui n'a pas l'habitude peut-être de lire ou de travailler cette question que les Alsaciens eux-mêmes ont tendance à connaître, bien sûr, un peu plus que d'autres. Avec une vraie volonté, moi j'ai trouvé immersive, très intéressante, c'est l'utilisation de la langue, de la linguistique justement alsacienne que l'on entend à l'écran, qui est, alors pour quelqu'un comme moi qui ne se différencie pas tellement que ça de l'allemand, mais qui montre bien là aussi que c'était quand même pas tout à fait l'Allemagne.
Alors oui, cet aspect-là m'a beaucoup plu, et en tant qu'Alsacien d'autant plus, bien sûr. Alors parfois c'est utilisé de manière assez maladroite. Vous savez, en tant qu'Alsacien, on sait tout de suite si un acteur est alsacien ou non lorsqu'il parle alsacien dans la série ou lorsqu'il essaye de faire l'accent alsacien de manière assez maladroite. Mais c'est bien, je trouve ça très bien. D'une part, souvent les rôles, je dirais, de figurants sont assumés par des Alsaciens et ça s'entend. Alors je dis pas, je suis pas là dans une idée de préférence régionale, c'est très bien s'ils ne sont pas alsaciens, mais pour l'esprit d'immersion, c'est intéressant. On a des scènes, par exemple, dans des salles de classe. Alors là, on est vraiment sur la représentation des maladresses françaises dans l'entre-deux-guerres, hein, dans les années 1920. En Alsace, on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Ces fameux instituteurs jacobins républicains qui, finalement, défendent aux enfants de parler l'alsacien, qui est leur langue à l'époque, leur langue maternelle. Et ces enfants-là, dans la salle de classe, qui parlent alsacien entre eux, qui font des petites blagues sur l'enseignant, en tant qu'Alsaciens, ça nous fait sourire, mais ça nous fait sourire non pas parce que la blague est drôle ou elle peut l'être, mais parce que c'est tout à fait vrai. C'est quelque chose que tous les Alsaciens peuvent ressentir. On peut se mettre à leur place et se dire effectivement, là, on est sur de l'immersion totale dans la série qui est très bien faite et d'ailleurs pour les adultes aussi, plusieurs adultes parlent alsacien, je pense par exemple à ce fameux troquet, cette brasserie, cette auberge qui est un peu au centre du village d'Alsheim que l'on suit, où les gens se réunissent souvent, parlent de politique, de société, d'aspects sociaux, enfin de plusieurs choses, et où les gens vont parler l'alsacien assez naturellement jusqu'à ce que quelqu'un passe au français, mais c'est très intéressant et c'est très bien fait, je trouve, dans la série. Donc là encore, effectivement, on est sur de l'immersion, je dirais, totale et bien faite. Vous évoquiez, Gilles Volt, à l'instant, cette idée de retour à la France. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant avec mon regard extérieur, à la fois par rapport à la période et par rapport au fait que je ne suis pas de cet espace-là. Moi, j'ai appris quand même beaucoup de choses sur justement comment est-ce que la France a, j'allais dire, véritablement peut-être presque reconquis l'espace politique, social, voire même culturel dans cette après-Première Guerre mondiale. Et on y reviendra après, et aussi dans l'après-Seconde. Absolument. Ce retour à la France, il a ces zones de friction que connaissent les Alsaciens de l'époque, qui ont été souvent mal vécues. La partie sur l'après 1918 est selon moi la plus intéressante d'ailleurs dans la série. On pourra peut-être y revenir, mais ce retour à la France, le retour des fameux optants de 1871, c'est-à-dire ceux qui avaient bénéficié du droit d'option en 1871 lors de l'intégration au Premier Reich, donc qui avaient choisi la France très légalement grâce aux dispositions du traité de Francfort. Et ces gens-là retournent en Alsace en 1918, mais leur Alsace d'origine a changé, c'est-à-dire que les retrouvailles sont difficiles entre les Alsaciens restés sous le Premier Reich et ceux ayant vécu 50 ans en France, en dehors de la région, en dehors de ce qui s'y passait, j'ai envie de dire, en dehors de sa réalité culturelle quotidienne. Autre chose intéressante, et vous l'avez bien dit, c'est par exemple les commissions de triage françaises tenues de juger de la respectabilité de telle ou telle famille alsacienne après 1918, et bien sûr les années 1945-1953 dans la série, avec ce rapport très conflictuel lié notamment à la question des malgré nous. Donc le retour à la France est une question en elle-même dans l'historiographie alsacienne et dans cette série. Et c'est intéressant que la série ait pris ce pari d'en parler de manière très ouverte, sans tabou. Et je crois que pour les années 1996, elle a été donc produite en 96, c'est une belle prouesse qui mérite d'être saluée. Alors justement, Gilles, est-ce que vous pourriez, vous qui êtes à la fois historien de la période et alsacien, revenir sur cet après 1918, qui est quand même quelque chose d'assez compliqué et qui a encore des traces aujourd'hui, qui laisse des traces. On sait par exemple, bien sûr que l'Alsace-Moselle, justement, en tout cas c'est Lorrain près de Metz, comme les Alsaciens, vivent encore aujourd'hui en dehors, en partie, par exemple, de la laïcité française, puisque l'enseignement, c'est un des exemples les plus connus, à l'école, il y a une partie d'enseignement religieux, par exemple. Donc, on a un retour qui ne se fait pas de façon aussi facile avec tout qui n'est pas justement calqué sur les institutions françaises de l'époque.
Non, exactement. En fait, il se fait sur des compromis. L'un des compromis les plus, je dirais, les plus actuels encore aujourd'hui et qui fait débat, j'ai lu des déclarations politiques il y a quelques semaines seulement hein, à l'Assemblée nationale à Paris. L'une des questions, bien sûr, centrales, c'est ce qu'on a appelé le droit local, ce qu'on appelle en Alsace et en France le droit local donc d'Alsace-Moselle, et qui fait qu'effectivement il y ait quelques dérogations, disons, à la laïcité française, à la République. Par exemple, effectivement, le statut des prêtres, des prêtres et des pasteurs, etc., qui donc du personnel religieux qui en Alsace ne répond pas au même statut que dans le reste de la France, hein, qui est donc public ou semi-public. On a aussi des jours fériés supplémentaires en Alsace, par exemple le 26 décembre, pour n'en citer qu'un, qui font que effectivement il y a une particularité. J'aime pas utiliser le mot particularisme, mais il y a une particularité historique qui est liée à ce qu'on va suivre dans cette série. Donc c'est aussi l'occasion de mettre en contexte ce droit local, parce que au-delà des passions actuelles et des problématiques que connaît la France aujourd'hui, revoir cette série, c'est aussi comprendre ce droit local et comprendre sa genèse et j'ai presque envie de dire alors en tant qu'Alsacien, je ne sais pas, mais je ne veux pas faire d'avis politique, mais sa légitimité, ou en tout cas questionner sa légitimité en revoyant les Alsaciens ou les deux Mathilde. Donc, d'où l'intérêt de cette partie, notamment sur l'après 1918, revoir un peu comment la France a géré ce retour de l'Alsace dans le giron national, dans le giron républicain, une Alsace qui a été pendant 50 ans une terre d'empire, hein, le Reichsland d'Alsace-Lorraine, comme l'appelaient les Allemands, c'est-à-dire 50 ans d'une terre d'empire allemande, avec tout ce que cela implique de lois, de développement technologique, de développement en matière, par exemple, de protection sociale, de droit du travail, etc. Revenir à la France n'allait pas de soi. Et donc ce compromis sur le droit local fait effectivement partie des choses qui, aujourd'hui encore, font débat et sont discutées assez régulièrement. Avec aussi l'idée d'appréhender, hein, comme vous avez commencé à le dire, le fait que ça ne se fait pas de soi et qu'il y a eu une vraie, d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si le terme que je vais employer de brutalité, en tout cas, est valable, mais en tout cas, ça a été perçu de façon, de la part des Alsaciens et des Lorrains, de façon assez peut-être abrupte, ce retour à la France. Oui, il y a un côté abrupt. Alors, je dirais, à nuancer, parce qu'on a souvent dans l'historiographie alsacienne locale, on l'a souvent un peu exagéré, peut-être le sentiment, en tout cas le sentiment d'unanimité, de frustration à l'égard notamment de la France dans l'entre-deux-guerres. Il faut bien sûr, comme d'habitude, se replacer dans le contexte de l'époque. On a des maladresses qui sont indiscutable de la part de la République française. J'ai parlé de l'enseignement, c'est-à-dire l'interdiction de l'alsacien dans les cours d'école a été très mal vécue puisque c'était finalement retirer aux Alsaciens ce qui faisait d'eux des Alsaciens, c'est-à-dire ce dialecte qui, certes, est un dialecte allemand, germanophone en tout cas, mais qui empruntait beaucoup de mots français, d'ailleurs, à tel point que lorsque les Alsaciens le parlaient sous le Reich, et que sortaient quelques mots français, c'est le Reich qui leur tapait sur les doigts. Donc finalement, les Alsaciens étaient toujours tiraillés entre deux cultures. Et donc oui, il y a eu des choses qui ont été très, très maladroites. L'usage, bien sûr, du dialecte, une certaine francisation des administrations, avec notamment des fonctionnaires envoyés du sud-ouest et qui avaient comme ça cette approche assez jacobine de traiter les Alsaciens, qui, eux, souhaitaient simplement, ils étaient dans leur très grande majorité favorables au retour à la France après 1918. En tout cas, c'est ce que on ne va pas revenir là-dessus, personne ne le nie, mais ils auraient peut-être aimé, je ne veux pas parler pour des générations qui sont aujourd'hui disparues, mais peut-être plus d'attention dans la gestion, dans la considération de leurs particularités. Je le répète, cette fameuse phrase que l'on connaît beaucoup en Alsace, dans l'histoire de l'Alsace, la langue allemande, mais le cœur français. Et ça a été assez mal compris, assez mal vu, d'autant plus d'ailleurs, et c'est d'ailleurs un des points
qui, selon moi, est un point un peu de défaut de cette série, d'autant plus qu'on a souvent pointé, au contraire, du côté français, par exemple, les paysans alsaciens de 1914, lorsque la guerre éclate, qui, eux, d'après ce qu'on sait des recherches historiques, s'étaient largement ralliés au Reich et ont vécu la guerre de 14-18, effectivement, comme une agression de la France et qui avaient tendance, eux, à se retrouver dans cette vie allemande de 1914, plus peut-être que d'autres professions, par exemple les libérales, que l'on voit plus dans la série. Donc ça, on l'a souvent vu en France, cette population qui était, j'ai pas envie de dire pro-allemande, mais qui était plus à l'aise avec les 50 ans de vie sous le Reich, et donc on a eu tendance à peut-être simplifier et à vouloir franciser des gens qui en fait avaient le cœur français dans leur majorité. Autre guerre, autre problématique assez complexe, mais qui est bien mise en valeur, en tout cas qui est bien expliquée, je pense, à l'écran, vous l'avez dit, c'est la problématique des malgré nous. Alors justement, Gilles, est-ce que vous pourriez nous présenter, nous rappeler ce qu'étaient ces hommes-là, ces malgré nous, et surtout comment est-ce qu'ils sont présentés dans la série? Alors ça, c'est une problématique et en fait, comme beaucoup d'Alsaciens, je l'ai vécu personnellement à travers ma famille, puisque mon grand-père est un malgré nous. Et donc, il a été sur le front de l'Est et il a été, comme dans la série, comme ce que l'on voit dans un des épisodes de la série, donc sur le front de l'Est et pris par les Russes et emprisonné au camp de Tambov. Donc, c'est une question qui naturellement m'a suivi comme ça pendant toute mon enfance, puisque mon grand-père, bon, disparu depuis longtemps, mais lorsque j'étais plus petit et jeune adolescent, on en parlait. Alors, il n'avait pas trop m'en parler, mais on en parlait de Tambov, de ses amis tombés. Je vois beaucoup de photos de lui avec l'uniforme allemand. Il en avait dans ses albums photos. Et donc, la question des malgré nous, j'ai envie de dire, c'est la question la plus passionnée pour les Alsaciens actuellement. C'est la question la plus passionnelle, la plus difficile encore aujourd'hui, parce qu'elle nous touche, nous, une génération qui a pu discuter en fait avec les grands-parents qui l'ont vécu. Et alors pour revenir sur ce qui s'est passé, donc en fait ce sont des ordres du ce qu'on appelait le Gauleiter, c'est l'administrateur Robert Heinrich Wagner. C'est un ordre du 25 août 1942 qui en gros dit que les jeunes Alsaciens et Mosellans seront incorporés de force dans l'armée allemande pour participer surtout au front de l'Est. Et donc ça implique à peu près 100 000 Alsaciens et 30 000 Mosellans qui ont été comme ça incorporés de force et qui ont vécu à la fois donc des combats dramatiques sur le front de l'Est, mais aussi plus tard sur le front de l'Ouest, et notamment il y a eu des malgré nous à Oradour-sur-Glane. Je pense que vous vous souvenez des discussions qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Alors je suis désolé, mais je ne me souviens plus du documentaire sur Oradour qui était sorti il y a 3-4 ans, où les malgré nous étaient représentés dans finalement les bourreaux des pauvres gens d'Oradour et qui avaient causé beaucoup d'émotions en Alsace parce que certains pensaient que le documentaire n'insistait pas assez sur le caractère forcé de l'enrôlement des Alsaciens. Mais voilà, pour dire, c'est une question qui est encore tout à fait passionnelle et qui pose encore débat. Encore aujourd'hui, c'est difficile d'en parler tranquillement, j'ai envie de dire, avec les Alsaciens. Et pourtant, la série, vous l'avez dit, hein, ne s'est pas cachée là-dessus. Et il y a vraiment les rares scènes de combat, d'ailleurs, sont là-dessus pour montrer la difficulté qu'avaient les Alsaciens à se situer, obligés d'être sous uniforme allemand, obligés de se battre pour les Allemands, mais surtout, avant tout, et ça, je pense que c'est très bien montré, on voit qu'ils ont surtout envie de survivre. C'est ça. En fait, il y a une envie. C'est très bien dit, Nicolas. Effectivement, ils ont envie de survivre. Et dans la représentation des malgré nous dans la série, le travail a été particulièrement soigné.
par une double approche. La première, c'est l'approche artistique que je trouve particulièrement intéressante. On a à la fin de la série une petite pépite artistique, historique de plusieurs minutes. Ça dure, si je me souviens bien, une bonne vingtaine de minutes. C'est une reconstitution en noir et blanc des épreuves de quelques jeunes Alsaciens donc enrôlés dans la SS sur le front de l'Est. Et on suit ces jeunes Alsaciens qui d'ailleurs se parlent pour la plupart en alsacien, dans la tentation de la désertion et de ses conséquences, et les autres qui suivent les ordres par peur justement des conséquences de la désertion. La désertion a existé, elle était assez répandue sur le front de l'Est chez les enrôlés de force. Ça a été le cas de mon grand-père par exemple, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Tambov. Il est allé voir les lignes russes, et comme beaucoup d'Alsaciens l'ont fait, et c'est très intéressant que la série montre cet aspect de manière très artistique, très, très humble, en noir et blanc, tel quel, on a l'impression d'y être. Et la deuxième approche qui est intéressante sur les Malgré nous, c'est bien sûr le procès de 1953. Le procès donc des Malgré nous, en fait, de 1953, qui là va nous montrer la mémoire proche, certes, mais la mémoire récente des Malgré nous et leur perception dans ce qu'on a appelé en France longtemps la France de l'intérieur, c'est-à-dire la France au-delà des Vosges, de la ligne des Vosges. Donc on a vraiment cette double réalité de l'enrôlement, puis de ses conséquences politiques, j'ai envie de dire, et même morales après le retour à la France. Et d'où en fait, j'ai parlé d'exhaustivité en début d'émission. Là, on voit, je crois, selon moi, qu'on a vraiment une certaine exhaustivité dans la discussion des Malgré nous. Pourtant, quand on regarde la série, c'est vrai, avec un œil, peut-être un spectateur de la France de l'intérieur, comme vous dites, de l'autre côté, de la ligne bleue des Vosges, on se rend compte parfois, c'est assez, je sais pas si on peut dire bizarre, mais en tout cas, on voit bien, c'est peut-être un des défauts d'ailleurs de la série, Gilles, et vous allez me dire, on voit le fait que le propos soit bien sûr très alsaco-centré, on pourrait dire, fait que on a quand même l'impression qu'il y a pas une préférence alsacienne, mais en tout cas, le fait que les Alsaciens sont peut-être bien mis en avant par rapport à, vous l'avez dit, aux fonctionnaires, par exemple, français qui viennent d'autres régions, ou même allemands, qui apparaissent comme des personnages un peu parfois fallot ou caricaturaux. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça, avant que je disais qu'il fallait nuancer aussi le fait que les Alsaciens ont tous mal vécu, voilà, les maladresses de la France, etc. Bien sûr, la réalité est toujours nuancée, et là, c'est un défaut de la série, l'un des défauts, effectivement, c'est que les Alsaciens, ils ont toujours l'air plus malins que leurs homologues français ou allemands. Ils ont comme ça, comme un sixième sens parfois. Alors je pense notamment en 1870, on est en juillet dans ce village d'Alsheim, juillet 1870. Alors de manière très heureuse, j'ai envie de dire, la série commence le 19 juillet 1870, c'est-à-dire le jour de la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Alors, même si les 3 jours avant, on savait déjà qu'il y avait une guerre puisque les crédits de guerre avaient été votés, mais donc là, on est le 19 juillet, le maître d'école explique qu'on est le 19 juillet, il écrit la date au tableau, on se retrouve dans une scène un peu dans la fameuse auberge du village, et très vite, on se rend compte que les discussions des Alsaciens, c'est en gros, c'est un peu la vision historiographique qu'on a eue pendant la grande partie du XXe siècle. Les Alsaciens, ils disent en gros que Napoléon III est tombé dans le piège de Bismarck et que les Allemands sont plus forts qu'on ne le pense à Paris. C'est bien sûr caricatural, on fait des Alsaciens des gens plus malins un peu que les Français qui sont là, et notamment les officiers qui arrivent les premiers fin juillet dans la région, et tous les Alsaciens les accueillent en leur disant faites attention, vous êtes tombés dans un piège. En gros, c'est ça, alors, on ne va pas toujours aussi explicitement dans ce message, mais on le comprend très vite en regardant la série. Les fonctionnaires dépêchés par Paris, ou Berlin d'ailleurs, à l'inverse, sont souvent de naïfs idiots, j'ai envie de dire. C'est, pour parler crûment, toujours très chauvins, et qui ne comprennent pas la spécificité de la région. Donc à ce niveau-là, effectivement, il y a comme une espèce de revendication alsacienne dans l'approche de la série qui, selon moi, n'était pas nécessaire parce que la série a des atouts qui se suffisent à eux-mêmes.
Vous avez évoqué tout à l'heure, fort à propos, Gilles, la comparaison avec une autre série française qui est postérieure, d'une quasiment une vingtaine d'années, Un village français que l'on a évoqué avec Marjolaine Boutet dans l'épisode 82. Là, effectivement, on voit du coup, après avoir vu les deux séries, on voit les manques qu'il peut y avoir dans Les Alsaciens ou Les Deux Mathildes. Alors, ça s'explique aussi par le budget qui n'est pas le même, par la durée qui n'est pas la même, puisqu'on est sur Un village français sur 7 saisons et donc plus de 70 épisodes. Là, on n'en a que 4. Mais quand on regarde Les Alsaciens ou Les Deux Mathildes, Gilles, vous allez me dire, vous avez commencé à l'évoquer, on a l'idée que ce n'est pris qu'à travers le prisme de la famille Kempf, à travers cette famille libérale, industrielle. On ne voit les aspects que par ce côté-là. Vous avez évoqué tout à l'heure, et c'est vrai, le fait que les paysans, par exemple, sont très très peu mis en avant. Ce que l'on voit plus, d'ailleurs, dans Un village français, mais encore une fois, je le redis, l'époque n'est pas la même et le budget et la durée de la série n'est pas la même. Oui, exact. Donc effectivement, si la série évoque l'arrière, et c'est très bien, comme on l'a dit en introduction de cette émission, elle ne va pas assez loin selon moi. Alors c'est bien sûr par manque de moyens, vous l'avez dit, de temps. C'est une série qui fait 4 fois 90 minutes, donc il faut raison garder. Mais le regard retenu reste celui d'une bourgeoisie industrielle influente. Et si les usines de cette famille donc servent de prétexte effectivement à des développements sur la classe ouvrière, sur les lois sociales du Reich dans les années 1880 notamment, nous sommes quand même très loin du souci de diversité des échelles qu'on connaît aujourd'hui à la fois dans l'historiographie et dans des séries plus récentes. Vous l'avez dit, vous avez cité Un village français. Alors c'est dommageable dans le sens où certains oublis peuvent faire un peu tâche. Donc, je l'ai dit, les paysans en 1914, qui s'étaient surtout ralliés au Reich et dont on ne parle pas. On parle encore moins des Allemands qui ont émigré en Alsace après 1871 et qui représentent au moins 1/10 de la population en 1914, c'est-à-dire environ 120 000 habitants sur les 1,2 million que compte la région lorsque éclate la Grande Guerre. Donc, on a là des trous, en fait, des trous historiques qu'on aurait aimé, en fait, ne serait-ce que discuter, mais qui ne le sont pas. C'est pareil pour les questions ouvrières qui sont toujours abordées sous le prisme en fait de la famille Kempf, c'est-à-dire que une grève des ateliers va poser problème au Kempf, un jeune ouvrier trop proche des idées socialistes va poser problème aux Kempf qui eux sont plus modérés et comprennent mieux les véritables imbrications de la région. Donc parfois il y a un regard assez comme ça caricatural parce que on parle de l'arrière certes, mais d'un arrière plutôt bourgeois, plutôt libéral, plutôt influent dans les cercles politiques et plutôt modéré. Et puis, moi, j'ai trouvé, Gilles, vous allez me dire aussi que les 2 derniers épisodes, ceux quand on s'approche de la Seconde Guerre mondiale, celui de l'entre-deux-guerres avec la montée du nazisme et les tentations, en tout cas, de certains autonomistes alsaciens de se rapprocher de ces idées-là. Et puis, pendant la guerre, il y a quand même là aussi, alors peut-être parce que par manque de temps, par manque de budget, je ne sais pas, il y a quand même de nombreux raccourcis qui sont faits alors qu'on aurait aimé peut-être que les réalisateurs prennent un peu plus le temps de traiter ces problèmes-là à l'image, vous l'avez très bien dit, de ce qui a été fait sur les Malgré nous, par exemple. Absolument. On a parfois l'impression que à la réalisation, on a voulu apporter un regard nouveau, novateur et une série nouvelle, surtout sur les années 1870 et tout début de la Seconde Guerre mondiale. On a plus l'impression que les années, je dirais, 39, 42, 43, sont évoquées parce qu'il fallait bien le faire et parce que, alors je ne veux pas, bien sûr, c'est un peu excessif ce que je dis, mais on entre en fait dans quelque chose de beaucoup plus convenu, de moins original à mesure que la série s'approche de la Seconde Guerre mondiale et plus encore dans la guerre. Donc, la question des malgré nous exceptée. Donc, on a des approches qui restent habiles, même pendant cette période. Par exemple, la place des femmes, le rapport entre l'autonomisme alsacien et le nazisme, vous l'avez dit, Nicolas, mais on est dans quelque chose d'attendu de l'époque et de ses enjeux, c'est-à-dire que on va avoir
de manière très heureuse et par un hasard très heureux, un réseau de résistance actif dans le village d'Alzheim. Bon, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors forcément, c'est très heureux pour nous qui regardons la série, mais ça paraît un peu tiré par les cheveux. On a les collaborateurs qui sont un petit peu les collaborateurs, je dirais, typiques. On a les héros du village qui deviennent des gaullistes exemplaires et qui seront décorés par la République française. Pour tout ça, on est plus dans quelque chose de, je dirais, de moins novateur, d'un peu plus convenu. Et ça, c'est peut-être un petit défaut de la série, effectivement. Et puis, peut-être dernière chose aussi, alors il y a le fait que, vous l'avez annoncé Gilles, hein, on est sur une série qui s'approche maintenant tranquillement de la trentaine d'années, mais on a l'idée parfois que la série manque de moyens. Alors on est entre le téléfilm, on est entre l'aspect sériel qui n'était pas vraiment à la mode comme aujourd'hui, et c'est dommage parce que comme on essaie de le dire depuis quelques minutes, il y avait pour moi en tout cas l'idée très intéressante de faire une sorte de village français avant l'heure. Exact. On est techniquement, bien sûr, on n'est pas dans les standards à grand budget que les dernières années ont eu tendance à mettre à l'écran. Ce n'est pas forcément un problème, vous l'avez dit, parce que voilà, il faut toujours se replacer dans le contexte. Ça reste une série, encore une fois, je le redis, mais très ambitieuse et très intéressante, et très enrichissante. Mais certains seconds rôles, par exemple, font un peu bricoler. J'ai parlé avant des accents alsaciens coupés au couteau qui sortent comme ça parfois d'une. Donc il y a ceux qui respectent un peu effectivement les intonations du dialecte alsacien, et ceux qui parlent alsacien, et puis parfois d'un coup on a senti qu'on a mis quelqu'un qui devait faire un peu l'accent allemand pour jouer l'alsacien. Bon, parfois ça fait un petit peu bricoler. Il y a des dialogues aussi qui manquent parfois de profondeur. J'ai parlé notamment des scènes dans cette auberge du village, l'auberge qui est vraiment un point central de la série. D'ailleurs, je suspecte la réalisation de l'avoir fait pour des bonnes raisons, puisque les premiers combats en Alsace ont lieu dans l'auberge de Schirlenhof, hein, à la fin du mois de juillet. Il y a eu des petits combats d'auberge entre des éclaireurs allemands et des soldats français. Donc l'auberge a une importance particulière dans la mémoire de la guerre de 1870, notamment en Alsace. Donc je trouve ça très bien d'avoir utilisé une auberge, où d'ailleurs il y a des petites scènes de combat identiques à cet accrochage dans cette série, mais dans cette auberge, il y a des discussions qui parfois paraissent un petit peu, je vous l'ai dit, assez caricaturales et qui manquent un peu de profondeur, notamment lorsque des Alsaciens critiquent les fonctionnaires ou des officiers français qui ne comprennent pas à quel point Bismarck est intelligent, par exemple, ou qui ne voient pas que la guerre est un désastre pour tout le monde, pas seulement pour l'Allemagne. Il y a toujours comme ça un petit peu un côté parfois sur des seconds rôles, même si je ne vise personne, bien entendu, mais ou sur des rôles de figurants qui sont moins, voilà, qui ne reflètent pas ce que l'on peut connaître aujourd'hui dans les standards de séries télévisées. Gilles Vol, merci d'être venu nous présenter dans cet épisode 94 d'Histoire en série, la série Les Alsaciens ou Les Deux Mathildes, série dont vous l'avez dit des années 90 diffusée donc à la télévision française et qui nous a permis d'évoquer cet espace-là de l'Alsace, un petit peu bien sûr de la Moselle, cet espace particulier dans l'histoire de France et même de l'Europe, ou en tout cas même de l'histoire franco-allemande, qui est au cœur véritablement des tensions entre les deux pays, entre 1870 et l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors, vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on peut retrouver sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Et puis, pour celles et ceux qui veulent voir les résumés de l'émission, je vous conseille d'aller sur le site de notre partenaire nonfiction.fr pour vous renseigner et ainsi que d'avoir les liens pour aller écouter les émissions sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Voilà, pour celles et ceux qui voudraient poursuivre la discussion sur cet épisode et sur tous les épisodes d'Histoire en série, je vous invite à nous retrouver sur Facebook, sur le groupe de l'émission Histoire en série. Gilles, je vous remercie vraiment pour avoir évoqué cette série-là avec nous. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre série. Au revoir Gilles. Merci, au revoir, merci pour votre invitation, à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.